Radio Terrazen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonsoir, bienvenue à tous pour l'émission d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Nous sommes donc sur l'émission qu'Anne-Catherine, euh, son émission sur la psychologie qui est bimensuelle. Je vous rappelle pour ceux des auditeurs qui ne nous connaissent pas encore que nous sommes donc sur radioterrazen.net, www.radioterrazen.net. Alors, l'émission d'Anne-Catherine est consacrée 2 mardis par mois à la psychologie. Euh, Depuis quelques mois, nous faisons le 3e mardi de chaque mois, c'est-à-dire aujourd'hui, consacré à l'analyse des rêves. Et le 1er mardi de chaque mois, même heure, 21h30, 22h30, consacré à des thèmes sur la psychologie, la psychothérapie, le développement personnel, des thèmes plus génériques ou plus variés. Mardi 1er décembre, donc je vous annonce que notre émission sera consacrée à l'un des livres d'Anne-Catherine, en l'occurrence le petit manuel de survie quand l'un de vos proches va voir un psy, un titre un peu amusant et provocateur pour une thérapeute. Voilà, pour ceux des personnes qui sont intéressées par le sujet et vous êtes probablement nombreux. Je vous rappelle qu'Anne-Catherine a un site internet qui est donc www.anne-catherine-sabas.com sur lequel vous retrouverez son actualité et qu'elle consulte sur rendez-vous à Fontenay-sous-Bois au 06 08 94 81 46. Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages et psychothérapeute depuis 18 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Et donc nous sommes aujourd'hui dans notre séance consacrée aux rêves. Donc je suis Olivier Ravaille et j'interviewerai Anne-Catherine pour vous ce soir. Alors Anne-Catherine, on a un certain nombre de rêves à analyser aujourd'hui. Nous en choisirons un ou deux, hein, suivant les cas. Bien. Donc désolé pour ceux de vous, auditeurs et auditrices, qui nous ont envoyé vos rêves, mais qu'on n'analysera pas ce soir, probablement la prochaine fois. Voilà, il y en aura pour tout le monde, mais pas forcément aujourd'hui. Ce que je vous propose, Anne-Catherine, est-ce que vous pouvez en préambule nous parler un peu de votre actualité? Alors, mon actualité. Alors, si ça ne vous dérange pas, en fait, j'aimerais bien parler d'abord de l'actualité, Eh parce que oui. je pense que nous sommes nombreux à être encore sous le choc de ce qui est arrivé dans Paris. Moi, j'en ai entendu parler hier, entendu parler aujourd'hui. J'y pense évidemment beaucoup. J'ai entendu des patients me parler de la façon dont ils avaient été touchés par ces événements. On pourra peut-être parler des ponts qu'on peut faire aussi avec les rêves, parce Mhm. qu'il y a aussi des choses à dire. Mais voilà, je tenais juste à dire quelques mots à ceux qui nous écoutent, euh, pour rappeler que même dans les périodes les plus sombres, on a toujours des possibilités de se raccrocher à des valeurs humaines, à de l'entraide, à de l'espoir, et que c'est vraiment le moment de ne pas perdre ça de vue. Voilà, c'était une petite parenthèse pour dire tout mon soutien aux gens qui sont touchés par ce qui s'est passé de tragique. D'accord.
Alors, je vous propose que l'on continue sur le même sujet. Euh, Concernant bon, les attentats qui se sont produits il y a quelques jours dans Paris, probablement certains des auditeurs ou auditrices se disent c'est bizarre, quelques jours avant, j'ai rêvé de telle ou telle chose, etc. Ce qui nous amène à parler pardon, de ce qu'on pourrait appeler des rêves prémonitoires. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, je n'avais pas du tout l'intention de vous en parler, mais puisque vous me posez la question, je vais le raconter. Moi, il m'arrive de faire des rêves prémonitoires. Il m'arrive assez souvent de faire des rêves qui parlent de quelque chose de manière extrêmement symbolique que je ne décrypte pas sur le moment. Et comme beaucoup de gens sensibles et qui s'intéressent au monde, je suis souvent en résonance en fait avec ce qui se passe au niveau du collectif. J'ai entendu d'ailleurs plusieurs personnes ces jours-ci me dire la même chose, je pourrais revenir dessus après. Et en fait, la nuit, donc de vendredi à samedi, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Et durant la nuit, j'ai rêvé que j'étais enfermée dans des toilettes d'un endroit où il était question de ne surtout pas sortir parce qu'on me prévenait qu'il y avait une fusillade à côté. En fait, et j'attendais donc sagement en essayant de ne pas faire de bruit. Je n'étais pas trop inquiète parce que je savais dans le rêve que je n'allais pas être touchée, j'allais être épargnée. Et à un moment donné, quelqu'un venait me prévenir que tout ça était terminé, que je pouvais sortir. Voilà. Et c'est le matin, j'étais un petit peu dérangée par ce rêve. Et le matin, en me réveillant, j'ai donc découvert l'actualité. Voilà, alors j'ai entendu une de mes amies, par exemple, qui est quelqu'un de très sensible, me raconter qu'elle a rêvé il y a quelque temps de fusillades à plusieurs endroits. Euh, D'autres personnes qui m'ont parlé d'états de batailles, de guerres, etc. Alors la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on peut considérer que ce sont des rêves prémonitoires? Euh, Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que on rêve de quelque chose parce que c'est déjà arrivé et qu'en fait on le capte, comme si on était en résonance avec cette information qui est en train d'arriver, ou alors est-ce que on fait le rêve en avance, quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Je pense qu'il peut y avoir tous les cas de figure, mais ça m'amène à parler de ce qui concerne l'inconscient collectif et de ce qui concerne finalement la somme d'informations euh, qui se promènent en permanence dans l'univers, auxquelles certains ont plus ou moins accès. Je pense que nous sommes tous euh, de près ou de loin touchés par l'énergie, touchés par l'ambiance, touchés par des influences parfois extrêmement subtiles. Il suffit de voir la position des planètes. Sans parler d'astrologie, hein, nous savons que la Lune influence les marées, la Lune influence aussi le cycle des femmes. Petite parenthèse d'ailleurs, euh, on sait que quand plusieurs femmes partent en vacances ensemble pendant une longue période ou font une croisière ensemble, au bout d'un moment, la plupart se mettent à avoir leurs règles en même temps. Hein, ce qui est quand même assez étonnant. Ce qui veut dire qu'on est tous plus ou moins perméable à ce qui émane des autres. Voilà. Et actuellement, évidemment, il y a un climat de peur, d'insécurité, de violence, et certains en sont plus conscients et ça peut se manifester par des rêves. Voilà. Alors de là à sombrer dans la psychose, attention. Hein. C'est peut-être d'ailleurs une question qu'il faut qu'on se pose chaque fois qu'on fait des rêves difficiles, ce qu'on appelle des cauchemars ou des rêves qui nous préoccupent beaucoup, qui nous perturbent. Est-ce que ces rêves me concernent moi ou est-ce qu'ils concernent quelqu'un avec qui je suis en contact ou est-ce qu'ils concernent mon environnement, ma société? Et ça, je crois que la réponse n'est pas toujours facile à trouver. Gardons simplement à l'esprit que nous sommes en effet reliés, que nous sommes interdépendants et que de la même façon que les mauvaises nouvelles et les émotions négatives peuvent venir nous parasiter, les émotions positives peuvent aussi nous parasiter, hein, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si nous nous concentrons sur des bonnes choses, que nous nous entourons de gens positifs et que nous essayons nous-mêmes de cultiver une zone d'espoir, cultiver une zone de confiance en le genre humain, mais aussi en l'avenir, nous pouvons aussi rayonner
des énergies positives qui vont pouvoir du coup aller contaminer positivement notre entourage. C'est très très important hein, parce que il suffit d'une personne déprimée, des fois pour en déprimer 10. À l'inverse, quelqu'un de joyeux, quelqu'un euh, qui croit, quelqu'un qui continue à se concentrer sur du positif peut avoir un rayonnement autour de lui qui est très très important. Donc choisissons plutôt, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je pense que avec ce qui vient de se passer, j'ai vraiment envie de dire et de redire, gardons les yeux fixés sur les belles choses qui existent et propageons-les pour ne pas jouer le jeu effroyable des médias qui ne propagent que du négatif et qui contribuent à faire sombrer le monde dans la psychose. Ça me rappelle Henri Salvador, qui faisait une partie de ses spectacles, en entrée de ses spectacles, qui faisait quelque chose qui était, que le public lui demandait, en fait, c'était de rire. Au départ, il riait exprès, en fait, il jouait, et il arrivait à coup sûr, en fait, à faire rire toute la salle à partir d'un rire qui était en fait commandé au départ, mais il avait un rire tellement communicatif que finalement tout le monde, voilà. Et on peut imaginer aussi, bien évidemment, en termes de spectacle, c'est pas top, mais on peut imaginer quelqu'un qui soit tellement dépressif qu'il arrive à déprimer toute une salle. Et du coup, c'est vrai que du point de vue des médias, probablement les bonheurs intéressent moins le lecteur qui cherche du sensationnel, et le sensationnel, c'est vrai que c'est ça, souvent la coloration du malheur, de la peur, de la tristesse, de la colère, etc. Donc oui, ça me rappelle une chanson de Jacques Brel que vous connaissez peut-être, dont j'ai oublié le titre, qui n'est pas très connu, euh, qui commence par quand on voit la saleté, etc., etc., mais ne nous laissons pas contaminer et regardons Il nous le faut bateau qui arrive. regarder vers Voilà, c'est ça. les belles choses, absolument. Je connais cette chanson. Vous la connaissez, super. Vous parliez d'inconscient collectif. Vous en avez dit quelques mots. L'inconscient collectif, c'est un concept qui a été développé par Jung, Tout hein, à à ma fait. connaissance. Et en fait, je suis assez curieux d'en savoir un peu plus. En Vous, savoir un peu plus sur l'inconscient, oui, c'est le rêve de tout le monde, hein, comme oui. Parce pour qu'en fait, Jung, excusez-moi, Jung a parlé de grands rêves, ce dont Freud ne parlait pas, à ma connaissance. Et ces grands rêves, ça sous-entend, s'ils sont grands, c'est pas leur taille, mais c'est le fait qu'ils soient plus ou moins partagés par le genre humain. Alors, les grands rêves, selon Jung, c'était quelque chose d'un petit peu différent. D'accord, Jung associait les grands rêves à ce qu'il appelait le numineux, qui était l'expérience du sacré. d'accord. C'est-à-dire que pour lui, les grands rêves étaient ceux qui nous connectaient à quelque chose de plus grand que nous, donc le sacré, les archétypes, tout ce qui euh, est lié au soi, hein, le soi étant pour Jung un concept extrêmement important qui est extrêmement difficile à définir. À chaque fois que j'en ai parlé dans un livre, je me suis embrouillée dans les définitions. En gros, le soi, c'est en même temps le centre de la psyché et en même temps l'élément qui le régule. C'est cette espèce de cohésion interne que certains pourraient appeler l'âme ou le noyau dur de l'essence de l'âme et qui, en même temps, a ce rôle de nous aider à nous réaliser et à avancer vers notre totalité, c'est un concept très important pour Jung, ça, et aussi de nous connecter donc au sacré, à plus grand que nous. Voilà, et donc sur ce chemin d'individuation qui nous amène à réaliser notre soi, il y a des rencontres avec des éléments, des images, des archétypes qui sont de l'ordre du sacré, du divin. Et pour Jung, les grands rêves, c'était ça. En revanche, l'inconscient collectif, en effet, c'est bien quelque chose qu'il a mis enfin, dont il a parlé beaucoup, Mhm. concernait en fait cette espèce de zone infinie, évidemment, et indifférenciée, où les inconscients de tous se rejoignent et sont connectés. Il apparaît que dans l'évolution de l'humanité, par exemple, plusieurs découvertes sont faites à peu près au même moment, à des endroits différents de la planète, comme si
l'inconscient de l'humanité, ou peut-être même de la Terre, du monde, pour ne pas dire de la galaxie, suivait une évolution, une logique, et que nous n'étions que des parcelles de ça. Hein. Alors ça plaide là encore en la faveur de cette idée que nous sommes, nous sommes reliés, nous sommes interdépendants, et certains ont plus que d'autres la capacité de se connecter à cet inconscient collectif. Les, les fanatismes, les tyrans et tous les gens, je pense à Hitler par exemple, qui arrivent à un moment donné à prendre une place très importante dans notre société, répondent à un besoin de l'inconscient collectif, répondent à comment dire, un complexe au sens jungien, c'est-à-dire de choses qui sont agglutinées les unes avec les autres, qui à un moment donné vont se manifester. Et à l'inverse, les belles choses, ceux qui à un moment donné vont émerger pour amener un progrès à l'humanité, sont aussi l'incarnation d'idées ou d'élan positifs de l'inconscient collectif. D'accord. Les événements qui ont touché Paris ces derniers jours, qui sont évidemment encore chauds, euh, j'entendais tout à l'heure dans la voiture à la radio une dame qui était en pleurs alors qu'elle n'était pas touchée directement par les événements. Donc effectivement, les gens qui sont directement touchés, famille ou amis, euh, vivent en ce moment quelque chose qu'on pourrait appeler en termes un peu choisis du post-traumatique. Euh, Probablement, certaines des personnes qui sont touchées de relativement près par cet événement doivent faire des rêves qui sont épouvantables, cauchemardesques, violents, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que cette expression de violence, de peur, de cataclysme dans le rêve est plutôt sain, plutôt... Voilà, qu'est-ce qu'on... C'est indispensable, c'est la façon que le psychisme a pour évacuer un stress. Et quand je parle de stress, il faut considérer que notre stress, c'est une quantité d'énergie, c'est une réaction à un événement, c'est quelque chose d'extrêmement mécanique qui, à un moment donné, doit poursuivre sa course. Et si ça ne se fait pas, il y a des lésions possibles ou des déséquilibres possibles. Donc un rêve désagréable, un cauchemar où l'on revit quelque chose, euh, montre en même temps que le temps s'est arrêté. C'est un petit peu d'ailleurs la conséquence du traumatisme, pour ne pas dire la définition du traumatisme, hein, c'est qu'à un moment donné, quelque chose se fige, quelque chose s'arrête. Une personne qui est traumatisée, elle parle toujours de la même chose. Sa vie s'est arrêtée à un moment donné. En tout cas, une partie de sa vie, une partie de son développement s'est arrêtée à un moment donné et elle est bloquée sur la même émotion. Et il va falloir aller vider suffisamment cette émotion et aller amener l'apaisement où il y a besoin pour que la course de la vie puisse reprendre. Il y a en effet des gens qui, pendant des années, vont revivre quelque chose. Et puis, il y a aussi un cas de figure un petit peu différent, c'est le traumatisme dont la personne n'a absolument pas eu conscience, souvent des choses qui se passent quand on est très jeune, et pour plein de raisons, parce qu'on n'en parle pas, parce que la personne vient d'une famille où le tabou, le déni, le secret règne, et quelque chose va être figé, et à la faveur d'une rencontre, d'une thérapie ou d'un événement qui va raviver le premier événement, le traumatisme va émerger. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui euh, va être tranquillement en train de rouler en voiture dans sa ville et tout à coup, la personne devant elle, alors qu'elle est à 30 à l'heure, hein, pile brusquement, et elle a largement le temps de s'arrêter, elle n'est pas en danger, sa vie n'est pas menacée, mais elle va sortir de sa voiture dans un état de choc effroyable, et ça va faire remonter le fait que quand elle avait 10 ans, elle a eu un accident gravissime qui avait complètement été passé sous silence, et là, les symptômes du traumatisme vont apparaître. C'est-à-dire que quand on a affaire à un stress post-traumatique, il faut se méfier de l'histoire récente, hein, parce que l'histoire récente peut être la cause
en effet des symptômes, mais elle peut simplement être le déclencheur qui est venu en fait se relier à une mémoire bien plus ancienne et bien plus grave. Et les rêves, de la même façon, puisque c'est quand même de ça que nous sommes censés parler ce soir, les rêves agissent comme des petits chemins qui nous amènent à aller connecter des choses et des autres. Et c'est ça qui est formidable avec les rêves, c'est que vous avez plusieurs images, vous avez plusieurs émotions, des histoires extrêmement complexes, très riches. Et puis tout à coup, la façon d'aller comprendre une image et d'aller sentir ce que ça fait au rêveur va déboucher sur une histoire ancienne qui mérite d'être dite, mérite d'être parlée. Comme si le cerveau avait créé en fait l'image qui serait comme la clé qu'on met dans la serrure. En fait, cette image, elle n'est qu'une clé, et si on l'actionne de la bonne façon, elle va aller ouvrir tout un univers. Hein, j'ai une histoire comme ça, d'ailleurs, si ça vous intéresse, à vous raconter, Bien sûr. qu'on m'a racontée hier. Alors, je vais modifier un petit peu pour... Je- Oui, oui, bien sûr. Juste avant que vous nous racontiez, on est au tiers de l'émission. Pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Terrazen, à l'émission bimensuelle d'Anne-Catherine Sabas sur la psychologie. Et comme chaque troisième mardi du mois, nous faisons une émission consacrée aux rêves. Donc là, depuis le début de l'émission, on a, c'est vrai, un peu digressé sur les événements récents qui sont arrivés à Paris. Mais voilà. Et donc Anne-Catherine est joignable sur rendez-vous à son cabinet de psychothérapie à Fontenay-sous-Bois au 06 08 94 80 46. Anne-Catherine, je vous redonne la parole. Oui, Vous êtes en train de nous raconter. alors je vais continuer à vous le Voilà. raconter, mais une autre idée m'est venue avant, Ouais. parce qu'on m'a fait plusieurs fois la réflexion. Radio Terrazen est une radio qui fait beaucoup de choses. Plusieurs auditeurs ont été déçus de ne pas encore avoir trouvé le podcast correspondant à l'émission précédente, hein, qui date de 2 semaines, où nous avions parlé du pardon et des journées du pardon. Oui. Je voulais, au nom de l'équipe de Radio Terrazen, leur présenter toutes nos excuses. Pour des raisons diverses et techniques en particulier, le podcast n'est pas encore en ligne. Il le sera dans les jours qui viennent avec celui de l'émission de ce soir. Mais je voulais vous dire qu'il va bien arriver, hein, ne vous inquiétez pas, nous ne vous oublions pas. Mais voilà, il y a eu un petit retard. Voilà. Alors, pour revenir à ce dont nous parlions. Vous vous apprêtiez à nous raconter un rêve ou... Hein, Voilà. c'est ça ? En fait, ce que je voulais surtout vous raconter, c'est la façon... Une des façons, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a, c'est absolument infini, une façon dont un rêve peut venir, justement, puisque nous parlons du traumatisme, nous guider vers quelque chose qui est enquisté. D'où l'importance de prendre le temps de raconter les rêves, de prendre le temps de sentir ce qu'ils nous font, et puis de prendre le temps de se mettre vraiment à l'écoute de ce qu'ils éveillent en nous. On m'a donc raconté hier un rêve où il était question de petits animaux qui étaient trouvés, je crois, sous un lit. Et la personne qui les découvrait trouvait ces petits animaux qui étaient cachés, qui étaient laissés à l'abandon. Et un de ces animaux était dans une petite boîte en plastique. Et quand cette personne m'a raconté son rêve, moi je suis très intéressée par les rêves d'animaux. Ça sera d'ailleurs le thème de notre prochaine émission, nous en reparlerons tout à l'heure. Je suis partie, sans le dire à ma patiente, de l'hypothèse que ces animaux pouvaient, entre autres, représenter des parties d'elles-mêmes, représenter des instincts, représenter des forces vives. Et je me suis demandé, en l'écoutant, quelles sont ces parties d'elles-mêmes qui sont laissées à l'abandon, qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles et qui, pour l'une d'entre elles, est carrément enfermée dans une boîte en plastique. Et je l'ai laissé raconter. Et bon, le rêve nous a emmenés sur plusieurs pistes, mais j'ai gardé dans un coin de ma tête qu'il y avait une petite bête dans une boîte en plastique à libérer, et que si elle était arrivée à la conscience de la rêveuse, de la personne qui rêve, c'est que le moment était venu de la libérer et qu'on verrait à quoi ça correspondait, quand et comment procéder. Et en fait, la séance nous a donné la réponse,
puisque cette personne a parlé de souvenirs d'enfance, et elle a parlé, en effet, essentiellement de la violence qui régnait dans sa famille, et de ses frères et sœurs, dont un a été violenté physiquement, vraiment à répétition, par un père très violent. Et donc, cette femme me racontait que, en fait, tous les soirs, pendant de longues années, tous les soirs, ou presque, elle entendait les coups qui pleuvaient dans la chambre d'à côté, et elle était dans son petit coin tétanisée en espérant que la violence ne viendrait pas frapper à sa porte. Et au moment où elle a dit ça, j'ai vu vraiment vu l'image de cette petite bête dont elle m'avait parlé 10 minutes plus tôt. Et, et je lui ai suggéré qu'il était temps maintenant de sortir cette petite bête de sa cage, de sa boîte en plastique, et que maintenant elle était en sécurité, elle n'était plus enfermée dans cette chambre, elle pouvait sortir à visage découvert, sans avoir peur. Et en fait, ça a touché quelque chose, et la personne a fondu en larmes parce que, en effet, il y avait en elle une petite fille effrayée qui vivait toujours dans la terreur que la violence de son père s'abatte sur elle. Voilà. C'est un exemple, et je vous le raconte parce qu'il est tout frais. Vous m'aviez posé la question, Olivier, lors d'une émission précédente, sur la façon dont ou c'est moi qui vous avais répondu, je ne sais plus, en fait, j'essayais de me mettre en résonance avec l'esprit du rêve. Oui, j'avais constaté dans l'interprétation que vous aviez faite d'un ou deux rêves que enfin, j'avais trouvé ça assez kinesthésique, hein, c'est-à-dire que j'avais l'impression que vous vous mettiez que vous cherchiez, alors intuitivement ou de manière raisonnée, j'en sais rien, probablement intuitivement, hein, que vous cherchiez le mouvement du rêve plutôt que les détails. Euh, et là, je pense que ça va dans le même sens. Voilà, ce que je vous avais dit, on avait parlé de kinesthésie, de mouvement du rêve, de quelque chose qui est assez dans le mouvement, justement. Et là, en fait, je me suis mise en résonance avec l'émotion, avec la souffrance de ces petites bêtes qui étaient là, Ouais. qui sont, nous dit le rêve, enfin découvertes, hein. Le rêve nous parle du processus qui est à l'œuvre, hein. Il nous dit pas, enfin ce rêve-là en tout cas, ne nous dit pas qu'il y a des petites bêtes qui sont dans un coin très loin. Non, elles sont là, et la personne les découvre, hein. Le rêve nous annonce donc qu'on va découvrir ce qui fait mal, hein, qu'on va pouvoir le sortir de sa boîte. Voilà. Voilà comment peuvent agir les rêves. En ce sens, les rêves sont plus ou moins prémonitoires suivant la façon dont ils les utilisent. Parce qu'en l'occurrence là, le décryptage que vous faites de ce rêve, d'ailleurs je note au passage que vous invitez la personne à voir dans ces animaux des parties d'elle-même. On a déjà parlé dans des émissions précédentes du fait que dans un rêve, une des façons de lire le rêve pour voir ce que ça donne consiste à se dire, et si les personnages, les animaux, les gens étaient tous moi, Et ou oui. une partie de moi. Et oui, tout simplement parce que c'est le cerveau de la personne qui rêve qui a produit ça, hein. C'est lui qui a produit ces images, c'est lui qui a produit ces émotions, c'est lui qui a produit ces sensations. Ça veut dire qu'elles ne lui sont pas étrangères. C'est ça. Et du coup, parce qu'on aurait pu interpréter ça, on peut interpréter ça différemment. Ces animaux, par exemple, vous auriez pu lui poser la question, alors ce que vous l'avez fait, de quels étaient ces animaux? Alors, je peux vous dire quels étaient ces animaux, mais je ne veux pas le révéler à l'antenne parce que c'est des animaux un petit peu particuliers. D'accord. Mais il se trouve, et c'était très intéressant parce que les faits auraient pu nous amener sur une mauvaise piste. Il se trouve que cette personne rêvait d'une sorte d'animal, et que dans son actualité, elle avait eu peu de temps avant un animal de ce type, et pour certaines raisons, elle avait dû s'en séparer. Et donc, elle a passé un petit peu de temps à me raconter voilà, ce qui s'était passé avec cet animal dans sa réalité, mais la façon dont elle le racontait était plate, dans le sens où c'était purement factuel, et moi, je sens bien qu'il n'y a rien
derrière son discours C'est qui ça. nécessite qu'on aille régler quelque chose. Oui, c'est-à-dire que là, l'interprétation qu'elle en avait faite au premier regard était de dire cet animal, tel animal est le même que celui avec qui j'étais en contact récemment, etc. Et donc, voilà, elle a cherché ce que pouvait signifier l'animal en tant que, alors je sais pas, un chat, un chien, un canard, voilà, et a priori pas grand-chose. Et quand vous dites que vous sentiez que ça n'avait rien, c'est parce que quoi? C'est-à-dire que euh, ça ne déclenchait aucune émotion particulière ou vous sentez ça Mm. comment? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai envie de vous parler de densité. Alors, je ne fais pas partie des gens qui voient les auras ou des choses comme ça, mais euh, j'ai envie... Quel exemple je pourrais prendre? Imaginez que vous alliez chez votre médecin Mhm. qui exerce depuis 20 ans et que vous dites à votre médecin, oh, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, ceci, cela, et puis, oh tiens, j'ai un peu mal à la cheville. Votre médecin, avec sa connaissance des diagnostics des maladies, de votre état, et en voyant la façon dont vous vous tenez, dont vous souriez, en sachant quelle température vous avez, etc., va de lui-même, la plupart du temps, penser que votre petit bobo à la cheville n'a rien à voir avec l'état général que vous lui décrivez et que ce qui vous amène à consulter, c'est pas ça. Hein. Alors, il y a parfois des médecins qui se trompent, hein, malheureusement, c'est vrai, mais en fait, il y a toute une espèce de logique qui fait qu'à un moment donné, on est guidé vers un événement du rêve, vers une émotion qui correspond à ce qu'on sait de notre patient. Moi, la personne en question, c'est quelqu'un qui, et bien sûr, on a pu l'analyser après, une fois que je lui ai donné mon interprétation de cette petite bête qu'il fallait sortir de la boîte et que nous avons réussi à faire le lien avec ses souvenirs d'enfance, elle a pu tout à fait comprendre, et c'est merveilleux parce que c'est comme quand on résout une énigme. Hein, une fois qu'on a trouvé le meurtrier, ah bah oui, évidemment, et oui, ça correspondait, le cheveu, l'ADN, le machin, la Libye, etc. Tout c'est clair. Hein. Et là, évidemment, on peut comprendre qu'en effet, cette personne, dans certaines situations de sa vie, elle s'est retrouvée dans la peur, comme si elle était cette petite bête dans la petite boîte, et tout devenait extrêmement logique. C'est-à-dire que moi, quand je suis en connexion avec un patient, je suis en connexion avec ses émotions, avec tout ce qu'il porte, tout ce qu'il fait souffrir et tout ce qui l'a amené à pousser la porte de mon cabinet. Et je vais chercher dans ce qu'il me raconte ce qui est en résonance avec ça, ce qui est dans la même tonalité en fait. Oui, ce que j'entends, c'est qu'un patient en thérapie, probablement, déjà n'apporte pas un rêve au hasard, même s'il a eu l'impression que c'était le dernier rêve qu'il a fait et qu'il apporte un rêve parce qu'il veut faire plaisir à son thérapeute, même si c'est ça, il aurait pu en apporter un autre, et pourtant c'est quand même celui-là qui l'apporte. Ce Tout qui à veut fait. dire qu'il y a probablement une densité de sens à ce rêve que le patient transporte avec lui sans s'en rendre forcément compte. Absolument. Ça, c'est la première chose. Et probablement, alors s'il raconte ce rêve, je réagis à ce que vous avez dit, s'il raconte ce rêve avec une faible densité, vous, comment dirais-je, vous avez l'habitude probablement de déceler si, enfin, la charge d'émotion qu'il pourrait y avoir derrière et sentir si vous êtes dans la bonne direction, tout en sachant que pour que le rêve soit utile, il faut que ça contribue à dénouer quelque chose. S'il s'agit juste de raconter qu'il y avait un animal qui était sous un meuble, comme ce qui s'est passé hier chez moi, enfin chez moi, pas moi, Mmh. chez le patient, euh, probablement on sent que là, on rame un peu en fait Mmh. en termes Ah d'interprétation. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on ne sent pas forcément qu'on est dans la bonne direction. On sent qu'il y a quelque chose. Hein. Et là, c'est vraiment de l'intuition. On sent que là, il y a un truc. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pas normal. Il y a quelque chose qui coince, qui gêne, qui bloque, qui est plus dense, qui est comme une tache, comme une ombre, comme une discordance, comme j'allais dire une fausse note. Oui, il y a quelque chose là. Ouais. Il y a comme si tout à coup la réalité devenait plus floue ou plus... Il y a un voile, il y a quelque chose, on veut aller voir derrière. Et comme si la question qui anime l'interprétation
était une question du genre, bon sang, quel peut bien être le problème ou quelle est la signification, comment dirais-je, hmm, enfin, voilà, quelle est la serrure, enfin, Oui, oui, c'est un petit peu ça, absolument. quelle est la serrure dans ce que la personne Oui. dit. Et du coup, probablement, ça nécessite d'être interprété. Alors moi, je note, parce que je vois que c'est assez fréquent dans les interprétations que vous faites des rêves, qu'il y a cette merveilleuse manière qui est d'ailleurs assez simple et qu'on peut faire tout seul, même si évidemment interpréter son rêve par quelqu'un dont c'est le métier est plus efficace, mais on peut tout seul se dire au fait, et si j'étais moi chacune des parties de mon rêve, qu'est-ce que ça me dirait? Tout Comme, à fait. comme cette dame l'a fait. Oui, 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 on peut tout à fait faire ça. Alors, le problème quand on essaie d'analyser ses rêves soi-même, et je ne fais pas exception à la règle, et aucun thérapeute ne fait exception à la règle, désolé Sigmund, au passage, euh, c'est que notre interprétation et notre façon de comprendre ce que nous avons vécu va être forcément très teintée par nos névroses. Oui, C'est-à-dire que si dans notre histoire, il y a une grosse zone de déni par rapport à un événement, dans notre façon de l'interpréter, qui est consciente pour le coup. qui est consciente, notre conscience va être limitée par ce déni dont nous n'avons pas conscience. D'où l'importance d'aller faire un travail avec quelqu'un d'autre qui, lui, va pouvoir avoir son champ de vision intact. Hein. Donc ça, c'est une chose. Après, je dirais interpréter intellectuellement, à mon avis, ça ne suffit pas. Parce que quand il y a blocage, quand il y a complexe, quand il y a traumatisme, quand il y a névrose, peu importe la façon dont on appelle tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été vécu, donc éprouvé, donc ressenti. Hein, ça se passe toujours dans l'éprouvé, hein, dans les sensations, dans les cellules. C'est toujours nos cellules qui, à un moment donné, ont accueilli ou subi un événement, donc une charge. Hein. Et c'est ça qui est enregistré, c'est ça qui pose problème. C'est pas la couleur de la voiture rouge qui a failli vous écraser qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que vous avez eu peur, c'est que vous avez failli perdre la vie. Et que ça remet en question votre équilibre. Qu'elle soit rouge ou bleue, ça n'a aucune importance. En revanche, ce que vous avez vécu à ce moment-là, ce que vous avez éprouvé, c'est ça qui peut être gravé pendant des dizaines d'années. Donc ce qui va être intéressant quand on veut analyser un rêve, et même le mot analyse d'ailleurs devrait être remplacé, quand on veut utiliser un rêve pour notre évolution, notre guérison, c'est vraiment d'aller se reconnecter à l'émotion, d'aller se reconnecter à la sensation, c'est-à-dire d'aller en quelque sorte se mettre simplement en contact avec l'image, en contact avec l'histoire, jusqu'à ce que quelque chose de nous, de l'intérieur, émerge. Hein. Comme si simplement notre attention, c'est la clé, l'attention. Hein. L'attention qu'on porte à quelque chose, à un mot, à un événement, à une image, à un moment donné, va nous permettre de remonter le temps et d'aller ouvrir le placard où est contenu le trauma, l'événement, la mémoire. Alors, en vous écoutant, je me disais, mais finalement, revenons à une question qui est peut-être plus basique, mais qui vous permettra peut-être de nous dire d'autres choses sur les rêves aussi, c'est que pourquoi est-ce que le, le- le cerveau n'envoie pas tout simplement d'une manière très claire à la rêveuse qui a subi des violences quand elle était petite, qui attendait prostrée que la violence se termine, etc. Pourquoi est-ce que l'inconscient n'envoie-t-il pas tout simplement, je caricature, mais ni plus ni moins qu'une scène très approchante de la scène d'origine, comme ça au moins ce serait clair. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, Freud ou Jung, enfin, nous disent quoi là-dessus? Pourquoi de telles déformations et de telles, vous voyez, plutôt que le message simple et clair d'origine? Alors, le message simple et clair d'origine ne va pas arriver tout de suite. Tout simplement parce que il y a traumatisme. C'est justement parce qu'il y a eu traumatisme et donc oubli ou refoulement que on ne peut pas, comme ça, sans préparation, réouvrir. Imaginez un- une écharde qui rentre dans votre doigt, Mhm. que vous n'enlevez pas. Il va se former tout autour une espèce de kyste, c'est-à-dire que le corps va isoler le corps étranger pour ne pas que le corps étranger pollue
tout l'organisme en Mhm. fait. Et cette espèce de protection, de muraille, euh, va jouer le rôle que peuvent jouer le refoulement, le déni, toutes ces défenses. Justement parce que la somme de violence contenue, alors là dans l'exemple que je donne, il s'agit d'une écharde, dans le cas d'un traumatisme, il s'agit d'une émotion extrêmement violente qui parfois peut aller vraiment jusqu'à déséquilibrer la personne. Donc le cerveau agit de cette façon parce qu'il ne peut pas digérer le tout d'un coup. Et que s'il le faisait, on a vu des gens devenir fous après avoir été confrontés à la violence, après avoir été témoins de violence. Et notre cerveau, la plupart du temps, est quand même très bien équipé. Il essaie de nous éviter ça. Donc comment il fait? Il isole la source du problème, il isole l'événement, il isole la mémoire, et après, il prend le temps de s'assurer qu'on est tout à fait capable, pas à pas, de s'en rapprocher. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand il s'agit de phobie ou de gros traumatismes. On va essayer pas à pas de se rapprocher de la chose, mais on y va super doucement. On ne va pas replonger la personne dans le même traumatisme d'un coup. Donc, il est question vraiment d'une progression, d'un chemin pour arriver peu à peu à apprivoiser la douleur. S'il y a eu traumatisme, c'est qu'elle a été trop forte d'un coup. C'est qu'on n'a pas pu la digérer, on n'a pas pu l'apprivoiser en fait. Donc, on ne va pas recommencer de la même façon. Il faut trouver une autre façon. Donc, oui, comme si l'inconscient savait, Il a mis ça de côté. ouais, parce que ça a été trop dangereux. Voilà, En c'est gros, ça a exactement été ça, c'est donc trop dangereux. trop dangereux d'un point de vue Voilà, vital, c'est-à-dire que l'organisme a pu être déstabilisé au sens quasiment biologique du terme, absolument. hein. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire dans le cas dont je vous ai parlé? Il va proposer une image symbolique, comme s'il voulait laisser la chance au rêveur et à son thérapeute, bien sûr, de se rapprocher doucement d'une hypothèse. Si le patient n'est pas prêt à la prendre, l'hypothèse, il ne la prendra pas. Et la plupart du temps, le thérapeute la suggérera même pas, parce que le thérapeute, en général, est en résonance aussi avec ce que le patient est capable d'entendre. Alors c'est intéressant parce que euh, ça veut dire que plus le rêve se rapproche, plus la scène rêvée se rapproche, j'allais dire visuellement parlant, de la scène d'origine, à la limite, ça veut dire meilleur signe c'est, puisque ça voudrait dire que le patient serait mieux disposé à revivre que si la scène doit être très très interprétée. Hein, est-ce qu'on peut le dire ça? Oui, oui, tout à fait, c'est intéressant ce que vous dites, on pourrait tout à fait dire ça. Euh, Plus le rêve est proche, plus la personne est proche de l'expulsion Tout à fait, du trauma en fait. absolument. En tout cas, plus elle est armée pour pouvoir le rencontrer. C'est ça. Alors, nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission bimensuelle consacrée à la psychologie. Et comme chaque troisième mardi du mois, nous parlons de rêve. Je vous rappelle qu'Anne-Catherine a un site www.anne-catherine-sabas.com et qu'elle consulte sur rendez-vous à Fontenay-sous-Bois, où vous pouvez naturellement lui parler de vos rêves au 06 08 94 80 46. Nous sommes aux trois quarts de l'émission, il nous reste le temps d'analyser l'un des rêves qui nous ont été envoyés. Alors, je vous propose le rêve suivant. C'est une dame qui s'appelle B, je cite seulement son initiale par souci de confidentialité, que je vous lis. Un grand aquarium de salon, les parois sont très sales, il faut les nettoyer. Un gros poisson noir très laid avec des dents flotte à la surface. Il est mort. Il faut le sortir de l'aquarium. Il tombe, je ne sais comment, sur le sol. De l'eau coule de l'aquarium et je m'aperçois qu'il y a un trou dans le fond. Il est cassé. Toute l'eau est par terre. Je récupère les autres poissons et je les mets dans un bocal en verre plus petit. L'eau est très propre et les poissons très beaux. C'est très joli. Peut-être je vais leur lire une seconde Oui, je fois, veux bien. hein. Alors, un grand aquarium de salon, les parois sont très sales, il faut les nettoyer. Un gros poisson noir très laid avec des dents flotte à la surface. Il est mort. Il faut le sortir de l'aquarium.
Il tombe je ne sais comment sur le sol. De l'eau coule de l'aquarium et je m'aperçois qu'il y a un trou dans le fond. Il est cassé. Toute l'eau est par terre. Je récupère les autres poissons et je les mets dans un bocal en verre plus petit. L'eau est très propre et les poissons très beaux. C'est très joli. Voilà. Alors, l'eau, les poissons, on nous envoie souvent des rêves hein, qui parlent d'eau, de mer, de poissons, etc. Euh, nous parlons de rêves, nous parlons de psychologie, nous parlons d'inconscient, et évidemment, je suis obligée de faire le lien entre l'eau et les contenus inconscients. Hein. On pourrait imaginer que cet aquarium, ça peut représenter un être humain et son cerveau et son inconscient et toutes ces richesses hein, qui sont en lui. Et ça, c'est une piste déjà. Hein. Ces jolis petits poissons, ce sont des rêves qu'on me rapporte souvent. Quand on est en psychothérapie, on rêve souvent qu'à un moment donné, on va découvrir des poissons magnifiques. Comme si on allait, à force de pêcher à l'intérieur de soi, tout à coup trouver des perles. D'ailleurs, parfois on trouve des perles, on trouve des trésors, on trouve des pièces, on trouve des bijoux, on trouve des choses magnifiques sous l'eau, en acceptant d'aller descendre hein, sous la surface. Alors là, j'analyse un petit peu le rêve en commençant par la fin, mais c'était pour faire une petite généralité par rapport au symbolisme de l'eau et des poissons. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce rêve, et vous parliez tout à l'heure du fait que je ne m'intéressais pas aux détails, et là, en fait, je vous ai écouté 2 fois lire ce rêve, et il y a un mot vraiment qui s'est détaché, qui est le mot salon. Hein. Ah, Alors, c'est complètement accessoire parce qu'on parle d'aquarium, on parle de poissons, on parle de mort, d'eau, de transvaser des poissons. Et moi, en fait, j'ai retenu une chose là, c'est que c'est un aquarium de salon. Alors, ça c'est votre intuition qui est à l'œuvre. Alors, alors, dites-nous c'est en possible, je ne plus. sais pas si la personne qui nous a envoyé le rêve, comme ça arrive parfois, m'envoie un petit mot après pour me dire ah oui, vous êtes tombé juste. Je pourrais vous dire j'étais tombé juste. Si elle ne le fait pas, je ne saurais jamais. Mais en effet, ça sent l'intuition, en effet. Un aquarium de salon, la personne aurait pu ne pas du tout préciser. Hein, un grand aquarium, c'est un grand aquarium. Il peut être en effet dans un salon, dans une salle à manger, dans une chambre, il peut être partout. Mais là, elle me parle d'un aquarium de salon. Ok. Et moi, l'aquarium de salon, ça m'évoque tout ce qu'on met à la vue des autres. C'est-à-dire tout ce qui est influencé par le regard des autres et par l'image qu'on veut donner. Hein, comme si cet aquarium qui est là pour être vu et pour être jugé beau, finalement, euh, le rêve nous dit, c'est peut-être pas ça la solution. La solution, c'est peut-être d'arrêter de s'intéresser à ce qu'on va montrer aux autres, parce qu'en fait, dans ce bel aquarium de salon, qui on peut imaginer grand, spacieux, etc., comme un bel aquarium de salon, et ben en fait, il y a une espèce de poisson noir mort. Et en plus, le fond est percé. Hein. C'est-à-dire que les apparences, ça ne fonctionne pas, il faut laisser tomber. Hein, moi, c'est ce que j'entends dans ce rêve, c'est il faut laisser tomber parce qu'en plus, d'ailleurs, il tombe tout seul. Hein. C'est-à-dire, oui, Olivier, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est intéressant parce que je relis les quelques premières phrases. Un grand aquarium de salon, les parois sont très sales. Et la dame raconte son rêve en disant, il faut les nettoyer, comme si il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une contrainte qui peut être sociale, qui sait. En tout cas, ça pourrait aller dans le sens de ce que vous dites. Peut-être que le il faut veut dire autre chose, mais un grand aquarium de salon, les parois sont très sales, il faut les nettoyer. Bon. Un gros poisson noir très laid avec des dents flotte à la surface, il est mort, il faut le sortir de l'aquarium. Il tombe je ne sais comment sur le sol, de l'eau coule de l'aquarium et je m'aperçois qu'il y a un trou dans le fond, etc. Et donc il y a beaucoup de il faut, et je me disais, tiens, qui parle là, Ouais, dans le il faut? tout à Est-ce que fait. c'est la rêveuse ou est-ce que c'est un environnement social? Ah oui, est-ce que c'est la contrainte sociale? Alors, moi, je m'intéresse aussi au mouvement qu'il y a dans le rêve et au Mhm. mouvement que je peux imaginer exister chez la personne qui fait ce rêve et qui, je le répète, part de cet aquarium avec ce poisson mort vers un transvasement réussi avec des petits poissons magnifiques, je crois, et que c'est bien plus joli. Oui, et Qui sont sauvés en plus, oui, hein. et l'aquarium est beaucoup plus petit. Euh, de l'eau coule de l'aquarium et je m'aperçois qu'il y a un trou dans le fond, il est cassé. Toute l'eau est par terre. Je récupère les autres poissons et je les mets dans un bocal en verre plus petit. Voilà.
plus L'eau est petit. très propre et les poissons très beaux, c'est très joli. Donc le gros aquarium de salon tout sale est devenu un petit bocal tout propre, tout joli Voilà, avec des jolis poissons vivants, et de très l'eau. jolis, et une eau limpide, propre. Une chose, donc par rapport au mouvement aussi qui est frappante, c'est que les parois de l'aquarium sont sales. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des aquariums, moi j'en ai eu. Quand un aquarium est sale, au bout d'un moment, ça tapisse les parois. Hein. C'est Absolument. comme si ça faisait une espèce de voile qui finalement isolait l'intérieur de l'extérieur. Et moi, ça me fait penser à ce processus, en fait, qui existe à certains moments en psychothérapie, ou en tout cas dans l'évolution de quelqu'un, où on a besoin de se couper du monde, où on a besoin de s'isoler, hein, de rentrer un peu dans sa caverne, parce qu'il y a un processus qui est à l'œuvre profondément, intérieurement. Là encore, ce rêve nous parle de mort-renaissance, de transformation, transformation à tous les niveaux. Le gros poisson noir avec des dents se transforme en petit poisson multicolore. En tout cas, dans le rêve, on passe d'abord d'un gros poisson à des petits poissons, un aquarium grand qui devient petit, le sale devient propre. Donc, ça parle vraiment de transformation à tous les niveaux. Et pour cette transformation, on doit passer par une phase où les vitres sont sales. Qu'est-ce qui se passe quand les vitres sont sales? On ne voit pas. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. Et souvent, dans notre évolution intérieure, dans les moments de transformation profonde que nous ne connaissons pas, parce que nous ne savons pas en quoi nous allons nous transformer. Hein, la chenille dans son cocon, elle a peut-être l'impression que son aquarium est super sale et que son poisson noir est en train de tomber par terre mort. Hein, mais en fait, quelque chose va émerger. Voilà. Donc, je pense que ce rêve nous redit aussi qu'il faut accepter ces passages où on ne voit pas forcément ce qu'il y a, parce que si on laisse se décomposer, hein, il est question de décomposition naturelle, l'aquarium se décompose, le poisson flotte dans l'eau, c'est une espèce de mort naturelle qui fait qu'à un moment donné, une autre vie peut apparaître. Ça serait intéressant de savoir, par exemple, ce que vit cette personne dans sa réalité quotidienne. Est-ce qu'elle est en train de changer de vie, de déménager, de changer de profession? Est-ce qu'il y a un déménagement, si on peut dire, parce que là, c'est poisson déménage, visiblement. Est-ce qu'il y a un déménagement visible extérieurement dans un domaine de sa vie? Ou est-ce qu'il est simplement question peut-être de la façon dont elle se vit elle-même? Et je pense vraiment de son rapport aux autres. Hein. Cet aquarium, ces choses qu'on voit, un aquarium c'est fait pour faire joli. Hein. Euh, Est-ce qu'il n'est pas question de passer d'une apparence grande de salon, hein, avec donc un contact avec l'extérieur, à quelque chose qui sera plus intime, Plus authentique, plus vivant bien sûr, et plus propre, plus proche de la réalité de la personne. Oui, et c'est vrai aussi qu'un aquarium qui est sale, enfin l'eau sale rend les parois sales, etc. Et donc du coup la lumière passe moins. Et pour les gens qui ont l'habitude des aquariums, on dit qu'il faut nettoyer l'eau, c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi parce que les poissons risquent soit de s'étouffer, soit de s'empoisonner, etc. Donc l'aquarium sale, il est dangereux en fait. Tout à fait, oui, oui, Il est absolument. dangereux pour l'intérieur. Et je relisais le rêve et le gros poisson noir très laid, donc B a précisé, avec des dents, flotte à la surface. Alors, Alors, le avec des dents, moi, m'évoque quelque chose de soit très agressif, soit très normatif, soit très contrôlant, soit je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à le oui, sentir joyeux, positif et permissif, ce avec des dents. absolument. Et ça peut être aussi un très bon signe dans ce rêve. Hein. Je ne sais pas à qui peut correspondre ce gros poisson noir horrible. Il est très laid, dit-elle, Ouais. avec des dents. Mais en tout cas, le rêve annonce la fin Il du meurt, lui. règne de cet horrible poisson noir avec des dents. Oui, lui, il Hein. meurt tout seul. Et peut-être que justement parce que ce gros poisson noir avec des dents meurt, les petits poissons peuvent enfin être libres et vivre leur vie dans un aquarium tout neuf et tout propre. Hein. Alors, si on reprend la manière d'interpréter euh, qui consiste à dire et si la personne était chacune des parties de son rêve, donc une des questions pourrait être pour elle, quelle est cette partie de vous qui est ce gros poisson noir très laid avec des dents? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Tout à fait. Oui, oui, c'est une question qui peut être posée. Et donc en quoi vous vous empêchez de quelque chose ou enfin voilà par exemple. Oui, enfin, comme il est question de transformation, il est question d'accepter aussi que certaines parties de nous meurent.
Mhm. hein. Il y a des parties de nous qui meurent. Et tant qu'elles étaient là, souvent en réaction à quelque chose, elles empêchaient d'autres parties de vivre leur vie tranquille de petits poissons libérés. Oui, et d'ailleurs, le poisson noir, c'est un gros poisson noir très laid avec des dents, et les autres poissons sont petits. Et oui, hein. Alors on peut y voir bien sûr un papa, une maman, une figure d'autorité qui a tyrannisé ses enfants. Alors là, il y a plein d'interprétations possibles en fonction des places hiérarchiques de chacun. Mhm. Il faut le sortir de l'aquarium, il tombe je ne sais comment sur le sol, de l'eau coule de l'aquarium, et je m'aperçois qu'il y a un trou dans le fond, il est cassé. Toute l'eau est par terre, je récupère les autres poissons et je les mets dans un bocal en verre plus petit. L'eau est très propre et les poissons très beaux, c'est très joli. C'est vrai que là, le mouvement du rêve, il est clairement libérateur. Euh, on passe de quelque chose de très gros, très moche, très qui compresse, à quelque chose de plus petit, transparent, joli. Donc, voilà, on sent que le mouvement, il y a quelque chose de gros, d'oppressant, qui se transforme en quelque chose de plus petit, plus léger, plus authentique, plus libérateur. Et après, bon, qui sont ces poissons, le noir et les autres. Voilà. Merci Anne-Catherine pour cette interprétation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, alors là, vous avez pris contre-pied de ce que je disais tout à l'heure, où je disais que vous êtes souvent centré sur le mouvement du rêve. Et là, c'est en effet un détail qui est l'aquarium de salon, qui était un peu la clé, la porte d'entrée de l'histoire. Euh, et c'est vrai que si la personne avait dit un grand aquarium tout court, c'était un peu différent. Ce qui veut dire qu'il y a la manière de raconter le rêve, la personne a dit plusieurs détails. Elle a dit un aquarium de salon, elle a dit, j'avais vu un autre, le gros poisson noir très laid avec des dents. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a, dans la manière de raconter de la personne, il y a le rêve de la manière dont elle l'a vécu, et il y a aussi la manière dont elle fait le récit de ce rêve. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce qu'elle se souvient du rêve pour pouvoir le raconter. Et donc il y a des détails qui restent et d'autres qui disparaissent. Et du coup, les détails qui restent doivent forcément avoir une importance. Il y a une technique de rêve d'ailleurs, d'analyse de rêve, où on va raconter le même rêve plusieurs fois. Je rêve que je suis allée ce matin chercher mon pain à la boulangerie et la boulangère avait changé de coiffure. D'accord. Je raconte une deuxième fois. Je rêve que ce matin, je me suis réveillée en retard et je voulais acheter mon pain à la boulangerie, mais je ne la reconnaissais pas parce qu'elle avait changé de coiffure. Voilà. Et chaque fois, quelque chose va se passer qui peut amener un élément nouveau. C'est aussi une technique très intéressante. D'accord. Voilà, mais on pourra en parler une autre fois si vous voulez, parce que je vois que l'heure avance. Oui, nous approchons du terme de notre émission. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire aux auditeurs que notre prochaine émission sur les rêves sera le mardi 15 décembre. Et autant que possible, chers auditeurs, envoyez-nous des rêves d'animaux. Alors, des rêves d'animaux au sens large, par exemple, le rêve de la dame avec des poissons, c'en est un. Et notre prochaine émission sera mardi 1er décembre, où nous consacrerons l'émission à votre livre qui est Petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos rêves alors de deux manières différentes. La première, c'est sur l'adresse terrazenrêve au singulier tout attaché @outlook.fr. Donc là, c'est une adresse mail. Ou sinon sur le site de Radio Terrazen, radioterrazen.net, et vous avez un petit bouton quand vous êtes sur le site qui est poser une question. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez écrire le récit de votre rêve. Anne-Catherine, est-ce que vous voulez nous parler, vous voulez nous dire quelques mots des prochaines émissions? Alors oui, donc rendez-vous le 1er décembre. Nous parlerons donc de cet ouvrage paru aux éditions Bussière, Petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy. Ah, Et oui, ce titre oui, amuse pour une beaucoup. thérapeute, c'est plutôt marrant.
Voilà, ce titre amuse beaucoup. Je vous raconterai le 1er décembre d'où vient ce livre et j'espère que la personne à qui je dois ce titre sera là pour nous écouter aussi. En fait, dans ce livre, je parle de ce qui se passe en effet quand quelqu'un est en thérapie et en fait, j'amène une vision, enfin, je développe une vision systémique de ce qui se passe quand quelqu'un évolue, quand quelqu'un se transforme, comment sont touchées, impactées les personnes de son entourage. Donc il y a bien sûr dans cet ouvrage une partie qui s'adresse à vous peut-être qui êtes en thérapie, mais aussi à vos conjoints, à vos familles, à vos enfants, à vos parents qui tout à coup ne comprennent pas quelle mouche vous a piqué. Et en fait, on essaie de décrypter un petit peu, là encore, le mouvement d'une personne et la façon dont ça va pouvoir rejaillir sur le mouvement des relations qu'elle vit quotidiennement. Voilà, donc c'est, je pense, enfin en tout cas je l'espère, un hymne à la tolérance et à la compréhension. Je rappelle souvent à mes patients que leur conjoint n'est pas responsable du fait qu'ils aient supporté leurs défauts pendant 10 ans et que tout à coup ils ne les supportent plus, qu'il faut donc continuer à être patient avec eux le temps qu'ils comprennent que les règles du jeu ont un petit peu changé et qu'il va peut-être falloir trouver le moyen de leur expliquer aussi comment elles ont changé pour ne pas tout envoyer promener. L'idée étant que d'avancer, de résoudre des choses ne donne pas, à mon avis, le droit de faire la révolution toutes les 5 minutes. Oui, et d'exiger que l'autre change instantanément dans la direction qu'on veut en plus. Et oui, Ça serait trop facile. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qui était, je vous le rappelle, consacré aux rêves. Alors, je vous rappelle une dernière fois que nous animons une autre émission le mardi 1er décembre, 21h30, 22h30, comme d'habitude, sur le petit manuel de survie. Quand un de vos proches va voir un psy, et le mardi 15 décembre, où nous animerons une autre émission comme celle que nous venons d'animer sur les rêves. Vous pouvez nous envoyer vos rêves sur www.radioterrazen.net. Cliquez sur le bouton poser une question et écrivez le récit de votre rêve, autant que possible sur les animaux, et sinon sur terrazenrêve@outlook.fr. Merci Anne-Catherine d'avoir répondu et analysé ces rêves. merci Olivier de m'avoir posé des questions. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une belle soirée à tous et rendez-vous le 1er décembre. Bonne soirée et bonne nuit à tous. À bientôt. Retrouvez prochainement cette émission en podcast sur www.radioterrazen.net.